Hop là. Donc, Nidal, c'est à toi. Tu as 7 minutes pour nous parler du titre qu'on a défini ensemble, Expertiser un crime en tant que psychiatre. C'est à Oui. toi. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Jean-Marie pour cette invitation. Je suis ravie d'utiliser ce nouveau mode de communication parce qu'habituellement, on est dans un amphi, on est devant des étudiants en fac et là, c'est différent. Merci la crise Covid de nous permettre de se mettre en adaptation et de parler autrement. Donc, je vais vous parler d'un métier de psychiatre, mais pas que psychiatre qui prend en charge des patients, qui les soigne, un psychiatre expert judiciaire. On est très peu en France. Il y a une cinquantaine qui sont inscrits auprès des cours d'appel et plus de 250 qui sur l'Hexagone qui font ce métier. Un métier qui est différent, qui complète le soin. Pour pouvoir le faire, il faut vraiment avoir une passion pour la psychiatrie légale l'interface entre la justice d'un côté et le sanitaire de l'autre, entre l'hôpital d'un côté et la prison de l'autre, entre les gens, les patients et les criminels de l'autre côté. Donc, on a deux choses qui sont fascinantes. D'abord, la psychiatrie en elle-même et les troubles psychiatriques et les troubles mentaux peuvent fasciner, et les crimes. Et quand vous mélangez les deux, ça fait un mélange explosif. Alors, quel est le rôle du psychiatre expert? Un psychiatre expert est un médecin avant tout, qui a un exercice, et cet exercice se base sur une clinique, sur un ensemble de symptômes, de syndromes, d'un entretien qui est l'outil de notre examen, de rencontrer les gens et de recueillir ce qu'ils ont à nous livrer. Alors, un examen médical, un examen à base de signes, de symptômes, on n'est pas des 10 heures de bonne aventure, encore moins de Madame Irma, pour voir dans la dangerosité future des criminels, mais on fait une analyse de leur personnalité. La plupart des expertises, il y a énormément d'expertises dans le civil, mais aussi dans le pénal. Et ce soir, je vais juste me focaliser sur les crimes et l'expertise. Donc, je vais vous parler de procédures judiciaires et des examens qui sont mandatés par les juridictions. Donc, la plupart du temps, on est connu par les magistrats instructeurs. Ce sont des magistrats de siège. Ce sont les magistrats qui font les enquêtes sur les procédures criminelles. Quand il y a un crime, que ce soit un crime de sang, un crime sexuel, un assassinat, des viols, des violences graves et des actes de torture, de barbarie, etc., des braquages, des meurtres prémédités. Donc, on demande toujours à un psychiatre expert d'examiner les auteurs de ces crimes. En France, le droit pénal oblige à faire un examen psychiatrique pour toute personne qui passe devant un procès d'assises dans les procédures criminelles. Donc, l'examen psychiatrique se fait la plupart du temps en détention. Les personnes criminelles sont mises en cause, mais pour l'instant, ils ne sont pas jugés, donc ils sont en mandat de dépôt. Donc l'expert psychiatre se déporte en général en détention et reçoit au sein d'un parloir, comme les avocats, le criminel à examiner. Souvent, on peut être commis seul ou en dualité d'experts. Donc, deux experts peuvent se faire l'examen et on peut avoir un expert aussi psychologue qui est nommé en complémentarité, en dualité, en co-saisine avec l'expert psychiatre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un examen mental, c'est le fondement de notre métier, et on recueille les données cliniques du sujet. On les trace, on les met d'une façon longitudinale dans l'histoire du sujet. Et surtout, ce qui est demandé par les magistrats, c'est de pouvoir analyser la dynamique du passage à l'acte. Pourquoi, à un moment donné, un psychiatre a pu, un criminel a pu se bousculer dans un passage à l'acte
criminel. Qu'est-ce qui a fait que la jonction entre des circonstances, une personnalité, de faire un passage à l'acte criminel. Il te Donc, reste 3 minutes pour info. cette analyse médico-psychocriminologique qui va donner nos conclusions. Alors, les conclusions sont fondamentales, sont essentielles. Et une question phare qu'il faut qu'on réponde dessus, c'est la responsabilité de l'auteur au moment des faits de ces actes. C'est le fameux article 122.1 du Code pénal. Est-ce que le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant pu abolir ou ayant pu altérer ou pas du tout, ni aboli, ni altérer son discernement au sens de cet article. Et surtout, de voir si le sujet a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte morale, physique, qui aurait pu bousculer ou abolir son discernement. Donc, c'est la question essentielle auquel on doit répondre en tant qu'expert psychiatre. Je vous donne juste un exemple. Si, par exemple, un schizophrène qui est halluciné, qui est très malade, qui a tué son ascendant, son père, sa mère, à coups de couteau parce qu'il a vu à un moment donné le diable dans ses parents. C'est un patient qui n'est pas responsable de ses actes. C'est sa maladie qui a porté vers ce passage à l'acte. Et donc, c'est important qu'il y ait des psychiatres depuis les aliénistes jusqu'à nos jours, pour les défendre et défendre ces malades qui ne sont pas responsables de leurs actes parce qu'à cause de leur maladie, ils ont fait le passage à l'acte. Et c'est ça le rôle d'un psychiatre expert. Jean-Marie, j'ai encore du temps ou pas? Oui, il te reste 1 minute 30. Un autre aspect de cette expertise, c'est de qualifier la dangerosité des sujets. Vous vous en doutez, plus de 90% des gens qu'on examine ne sont pas, je dirais, abolis ou altérés. Ils sont tous et pleinement responsables de leurs actes. Et donc, le magistrat demande aux experts de se projeter et d'évaluer une dangerosité. Cette dangerosité a deux aspects. La dangerosité psychiatrique, donc quand on est malade psychiatrique, il y a une dangerosité psychiatrique et on interne en milieu psychiatrique. Et l'autre dangerosité pour les 90% des autres personnes, c'est une dangerosité criminologique. Et là aussi, on ne fait pas à l'à peu près et au doigt mouillé. On fait avec des critères de dangerosité. Je donne des exemples. Quand quelqu'un est addictif à des produits toxiques, il y a plus de risque d'être dangereux. Quand il est jeune, il est plus dangereux que quand il est beaucoup plus âgé. Le sexe masculin, c'est un facteur de dangerosité. L'instabilité sociale, quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas de logement, quand on est dans une instabilité socio-professionnelle, c'est un élément de dangerosité. Les antécédents de passage à l'acte criminel sont des antécédents qui peuvent être rapportés à une dangerosité plus importante, ainsi de suite. Petite conclusion. Petite conclusion, c'est un métier qui est hyper passionnant. Il n'est pas facile, il y a des prises de responsabilité et surtout un passage devant la cour d'assises où on est là et on défend notre rapport. On est souvent passé au grill par les avocats, mais c'est un métier qui est rempli de passion et qui est un métier vraiment, je dirais, qui complète notre exercice clinique et moi j'adore. Merci Nidal. Alors, je vais te poser certaines questions qui ont été posées donc, par Anne Baudonneau. Comment fais-tu pour t'assurer que tu n'as pas affaire à un manipulateur? Alors, la manipulation, c'est une excellente question. La manipulation est fréquente, mais on a des signes cliniques et le syndrome, la manipulation est un des éléments cliniques qu'on va retrouver. Donc, quand il s'agit de mettre en place des relations de séduction, des relations d'intérêt, des relations justement de manipulation, on peut le sentir cliniquement et on le met en exergue. Quelqu'un qui va dire « Ah oui, j'entends des voix », c'est pas comme ça qu'on hallucine et c'est pas comme ça qu'on simule une hallucination. Et c'est un métier avec un exercice clinique qui nous permet d'éliminer les manipulations et les manipulateurs. D'autant plus que quand on est deux, quand on est face à des pervers qui sont en face, qui sont très manipulateurs, c'est extrêmement bien d'être en triangulation parce que l'autre expert qui est en face, il va observer le lien qui va se mettre en place entre l'expert qui est en train d'examiner et le manipulateur en face et va pouvoir discuter cliniquement dans un second temps après la fin de l'expertise avec celui qui l'a expertisé.
Super. Alors, une dernière question. Pourquoi certaines victimes sont-elles aussi parfois expertisées? Ah, bien sûr, les victimes, alors j'ai parlé uniquement des auteurs, mais les victimes sont expertisées. Pourquoi? Pour voir le préjudice qu'elles ont subi. Il y a des victimes qui ont des effets, des états de stress post-traumatique. Leur vie a complètement changé après avoir subi le préjudice ou le crime. Et donc, elles sont dans des conduites d'évitement, elles sont fixées au traumatisme, elles ont des événements gâchettes. À chaque fois qu'ils entendent parler, par exemple, de police ou de sirène de pompiers, elles se mettent dans un état de stress envahissant et important. Elles ne peuvent plus dormir, elles ne peuvent plus faire confiance, par exemple, au sexe masculin pour des victimes de viol. Et cette quantification de leurs effets, des séquelles psychologiques est très importante dans un procès d'assises pour dire qu'elles ont subi et qu'est-ce qu'elles ont subi. Elle est quantifiée. Ça, c'est au niveau pénal, mais elle est très quantifiée aussi au niveau civil pour avoir une réparation par la chambre civile, c'est la chambre d'indemnisation des victimes, et pour avoir une réparation pécuniaire qui est proportionnelle aux séquelles qu'elle présente. Bon, super. Merci beaucoup, Nidal, pour cette première présentation. Merci d'avoir lancé. Alors, du coup, on va passer à la Merci présentation Jean-Marie. suivante. Donc, tu pars hein, quand tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord, j'ai encore un petit peu de temps. Merci Jean-Marie. Alors, la présentation suivante, ça va être Kina qui va nous parler de ce titre qui va peut-être être mystérieux pour certains, Un zèbre face au harcèlement. Kina, c'est à toi. Merci beaucoup. Eh bien, déjà, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Kina. Et ce soir, je voudrais aborder avec vous, du coup, un peu, entre guillemets, mon histoire, du zèbre face au harcèlement. Je voudrais d'abord préciser que ce témoignage, il n'est pas du tout dans le but de me plaindre ou quoi que ce soit, mais plutôt d'informer, parce que c'est quelque chose, enfin, le harcèlement est quelque chose qui est beaucoup plus médiatisé aujourd'hui. Mais dans le cas d'un individu zèbre, eh bien, je pense que c'est aussi important que les gens l'entendent et sachent comment un peu l'aborder. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un individu zèbre? Le terme zèbre, en fait, simplement, c'est un terme qui a été mis au point par la psychologue Jeanne Fachin dans son livre Trop intelligent pour être heureux, et qui désigne tout simplement une personne qui a été testée précoce, surdouée, à haut potentiel, c'est plein de termes qui existent comme ça. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les caractéristiques d'un enfant précoce? Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, donc je ne peux vous donner que les caractéristiques dans lesquelles je me reconnais et que j'ai pu voir. Donc, on va avoir une certaine émotivité, une hypersensibilité, surtout une empathie élevée. Donc, on a souvent tendance à dire que les individus zèbres sont un peu des éponges à émotions. Moi, par exemple, quand quelqu'un est triste et va me raconter quelque chose de triste, je vais avoir du mal à prendre du recul et je vais être tout de suite triste. Et surtout aussi, j'avais une expression que j'avais entendue qui m'avait bien plu, c'était que c'était surtout calcuta dans sa tête, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, ça bouge tout le temps et du coup il y a toujours des pensées qui vont et qui viennent et ça peut être très fatigant aussi. Un des traits aussi de l'enfant zèbre ou de l'individu zèbre, c'est un QI élevé, donc un quotient intellectuel élevé, mais ça ne fait pas de l'individu zèbre quelqu'un de plus intelligent, ça va juste, en fait, l'individu zèbre utilise juste son intelligence différemment. Pourquoi le zèbre? Pourquoi Jeanne Fachin a choisi le zèbre? Eh bien, parce qu'elle dit que c'est un animal qui est libre par ses comportements, mais qui va avoir tendance à cause de ses rayures, mais que ces rayures sont là pour le camoufler dans la savane. Et c'est vrai que c'est assez vrai avec les enfants, avec les individus zèbres, du fait qu'ils vont tenter toute leur vie d'essayer de s'adapter parce qu'ils ne vont jamais se sentir vraiment dans le moule et compris. Mais cependant, ils restent uniques. Donc, moi, je suis un enfant zèbre et j'ai subi pendant 4 ans un harcèlement qui a été intrinsèquement lié à ça, du fait que j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Et du coup, je me suis fait harceler à cause de ça, à cause du fait que les profs m'appréciaient, que j'avais des bonnes notes, que j'étais curieuse, que je posais des questions. Donc le harcèlement scolaire, selon le gouvernement, c'est quand un élève fait subir à un autre de manière répétée des propos et des comportements agressifs. Donc dans mon cas, ça a été quelque chose d'extrêmement répétitif, étant donné que ça a duré 4 ans, du fait que j'ai des invités qui
faisait que j'avais la même classe pendant 4 ans, puisque j'ai pris une option qui a fait que ma classe s'est suivie. Et les moqueries, les brimades et les humiliations, eh bien, je les ai subies déjà verbalement par des termes qui étaient entre guillemets soft, comme faillotte, intellote, etc. Puis c'est allé beaucoup plus loin avec des termes beaucoup plus grossiers. Et surtout, en fait, ça s'est envenimé avec le temps parce que j'ai dénoncé, etc. Et ça s'est retourné contre moi et ça a continué de pire en pire. Donc, pourquoi aujourd'hui je prends la parole? Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu chez moi ce sentiment d'incompréhension de la part des professeurs, qui est aussi un trait de caractère de l'individu zèbre, qui a souvent du mal à supporter l'injustice. Et c'est vrai que je me suis sentie bafouée dans mes droits, dans le sens où le directeur, qui pourtant prétendait connaître ce genre de personnalité, ce genre de traits atypiques, en fait, a tout remis sur mon dos. Et c'est quelque chose qui devrait être, je pense, pris en considération. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mis en valeur, on a beaucoup plus de prévention là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a encore trop de choses qui ne sont pas prises personnellement en compte, dans le sens où on va chercher à punir les coupables, mais on va pas chercher à pardon, excusez-moi, on ne va pas comprendre à chercher comment la victime l'a vécu, parce que finalement, il y a quelque chose qui est... le harcèlement peut entraîner énormément d'anxiété, de la baisse de confiance en soi et d'estime de soi, qui a été mon cas, et peut aller jusqu'à des dépressions, des suicides, etc. Et c'est quelque chose d'assez grave. Donc finalement, si vous avez un enfant qui soit zèbre ou pas et qui est victime de harcèlement, qui n'ose pas en parler, etc., en fait, je ne voudrais pas me mettre en moralisatrice ou en position de conseil, mais voilà, juste, je pense que la meilleure chose à faire, c'est écouter et essayer de comprendre comment l'enfant le vit, parce que c'est difficile, en fait, quand on est dedans, de prendre du recul. Et pourquoi je parle du zèbre face au harcèlement? Parce que du coup, en fait, le zèbre va, de par son hypersensibilité, de par ce manque de place, en fait, va vivre ça de plein fouet. Alors, je ne dis pas qu'il y a seulement que les enfants zèbres qui vont vivre ça de plein fouet, mais il y a cette hypersensibilité qui va les, les pousser, en fait, à se sentir encore plus en marge de la société dans laquelle ils essayent déjà de s'intégrer. Ce qui a été mon cas, du fait que moi, je me suis toujours sentie à l'écart, et quand j'ai commencé à me faire harceler, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi je suis comme ça, etc. Et quand on m'a tout remis sur le dos, ça a été encore plus terrible, parce que je me suis dit, mais en fait, le problème, il vient de moi, c'est moi qui suis pas normale, etc. Donc, les deux choses pour conclure, je ne sais pas combien de temps il me reste. Là, il en reste un petit peu, il reste une minute, un peu plus d'une minute. Un peu plus d'une minute. Donc, si je devais donner deux choses pour comprendre, pour séparer un petit peu, je dirais que... du coup, j'ai perdu le fil de mon idée. Je dirais que... mince, je suis désolée. C'est pas grave. On va faire une petite pause, le temps que vous retrouviez l'info. Le zèbre, enfin, donc je dirais qu'il faut tout simplement se repositionner et avoir le courage d'en parler. Voilà. Mais en fait, je retrouve vraiment pas mon idée, c'est terrible. Je pense que c'est le stress. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux questions et puis, à mon avis, à un moment, quand vous y penserez plus, hop, ça va réapparaître. Du coup, au niveau des questions, première question de la part de Anne Baudonneau. Comment peut-on faire la part entre ce qui relève d'un caractère zèbre et d'un potentiel état de stress post-traumatique? Oula, c'est une C'est question con. très intéressante. Alors, un caractère zèbre, en fait, je vais essayer de répondre en n'utilisant pas trop de termes médicaux, mais je pense personnellement qu'un caractère zèbre, on est avec, enfin, du moins, c'est ce que certains psychologues prétendent, on est avec. C'est un potentiel qu'on ne peut pas développer. Alors qu'un caractère post-traumatique, c'est quelque chose qui va être créé par une situation et qui va être des mécanismes qui vont se mettre en place dans le cerveau, qui vont conduire à certains éléments. Donc je pense que quand vous parlez de caractère post-traumatique, vous pensez peut-être à l'hypersensibilité, etc.
Et je pense que justement, le caractère zèbre, c'est vraiment en fait, quand je dis que le zèbre n'est pas plus intelligent, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il va avoir un quotient intellectuel plus élevé parce que ça a été relevé par des tests. Mais c'est pas pour ça que ça va forcément être Einstein, qui va forcément réussir dans tout. Mais il va utiliser et il va avoir une manière de réfléchir sur les choses différentes. Surtout, il va avoir une façon de fonctionner sur des mécaniques physiques ou mathématiques différentes. Alors que je pense que quelqu'un qui a un choc qui a vécu, qui est en comportement post-traumatique, va avoir une tendance à se comporter face à des situations en fonction de cet événement-là, alors que le zèbre, lui, va le faire plus, entre guillemets, naturellement par rapport à sa nature, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question ou pas. Non, mais de toute façon, c'est très bien. Ça répond à la question et surtout, quand un zèbre n'est pas dépisté, à mon sens, enfin ça, je parle, c'est le psychiatre qui parle, mais il y a ce côté un peu vilain petit canard qui vient rajouter une forme de traumatisme qui n'est pas un état de stress post-traumatique proprement dit. Mais du coup, c'est vrai que ça complique le tableau, je pense. Une autre question du coup de Alex qui me paraît importante, vu votre histoire, c'est quelles ont été vos ressources à vous pour surmonter le harcèlement? Alors, ça a été très compliqué parce que ça m'a suivi très longtemps dans le sens où j'ai réussi à passer au-dessus, mais ça m'a laissé énormément de séquelles. Mais j'ai eu, en fait, je pense que ma meilleure ressource, ça a été mes parents qui m'ont énormément accompagnée, qui m'ont soutenue, qui m'ont cru dès le début, dès que j'ai dit, ben voilà, il y a un problème à l'école, ça va pas, etc. Mes parents m'ont soutenue jusqu'au bout. Et ça a été vraiment ma ressource. J'ai pu m'appuyer sur des gens qui m'ont écoutée et qui m'ont comprise. Et je pense que ça a été la ressource principale, c'est les gens qui m'ont écoutée, qui ont su me soutenir. Euh, en fait, je me suis même pas, et j'ai même pas cherché des ressources intérieures, mais je me suis plus appuyée sur des gens extérieurs Mm. euh, pour surmonter ça. Merci. Alors, il y a quelqu'un a levé la main, c'est original, Naphtaline. Donc, j'autorise Naphtaline à allumer son micro si... Naphtaline. Euh, Oui, bonsoir. Alors c'est Anne en fait. Alors moi c'était juste alors une question en fait de maman zèbre, de maman alors zèbre et de mon petit garçon est zèbre. Je voulais savoir à quel âge, si je peux te tutoyer, tu avais fait le WISC, donc tu avais fait le le, WISC, c'est ce qui c'est est le test de QI pour le test, simplifier, voilà. pour Et est-ce simplifier. que voilà, pour simplifier, merci. Et est-ce que ça avait et comment ça avait été vécu est-ce que ça avait pu apporter pour toi un éclairage comment ça avait été vécu au sein de la famille? Alors, j'ai été testée très très jeune. Je pense que j'ai même pas passé le WIS. Enfin, j'ai passé le WIS et j'ai passé la WIPSI, donc qui est le test pour les jeunes enfants. Je sais pas s'il existe encore, mais je pense que C'est l'Ouest. Mm. le WESP maintenant. Mm. Alors, j'ai passé le test quand j'avais 5 ans, je pense. Si je me Ouais. souviens, c'est ce que m'a dit maman. Parce que ma maman elle m'avait déjà remarqué que j'étais en décalage, etc. Et elle se disait, bah, il y a quelque chose qui va. Enfin, décalage dans le bon sens du terme, c'était pas péjoratif. Elle se disait, j'ai l'impression que mon enfant va trop vite pour moi, enfin, va trop vite par rapport à ce que devrait faire un enfant de son âge. Du coup, je suis allée chez la psychologue et finalement, je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas conscience de tout ça. Et c'est à partir du moment où en fait, le lien s'est fait dans le mauvais sens dans ma tête, je pense, dans le sens où quand j'ai vu que j'étais différente à l'école primaire, que je m'intéressais à des choses qui n'intéressaient pas les élèves de mon âge, etc., que j'allais vite dans ma tête et qu'il y avait toujours quelque chose qui me venait à l'esprit, et que ma maman m'a rappelé que, mais oui, en fait, tu sais, tu as été testée, voilà, tu es une enfant précoce, etc. Je me suis dit, ah, et en fait, je l'ai vécu comme un handicap. Et Mm. en fait, après, quand j'ai repassé, puis à un moment, ça allait, bah, avec le harcèlement, ça allait de mal en pis, etc. Je me suis dit, mais ça se trouve, c'est des bêtises, tout ça, etc. Et j'ai repassé un test. Et là, c'est là que je me suis dit, bah, finalement, cette chose-là, peut-être plus en faire une force que juste le laisser en handicap. Waouh, ben, Ouais, tout à fait. super Ouais. phrase et on va Mm. terminer cette Merci. intervention sur cette très belle phrase et très très importante Mm. à mon sens en tant que psychiatre. Il y a certains diagnostics qui, au moment où ils sont posés, transforment vraiment un handicap en force. Voilà, Mm. je resterai vague, mais
Du coup, on va passer. Merci beaucoup, hein, Kina. Si jamais tu retrouves l'info que tu voulais dire, tu l'écris sur le chat et puis je la nommerai à ce moment-là. Alors maintenant, on va écouter Thomas Bronek, qui est écrivain et qui va nous parler de ce sujet. Existe-t-il des recettes incontournables pour écrire un roman? C'est à toi. Bonjour à tous. Alors, on a choisi un peu cet intitulé sur les recettes parce que finalement, je me suis dit, il y a des cours d'à peu près tout, de cuisine, de cinéma, donc pourquoi il n'y aurait pas des cours d'écriture? Et de fait, il y en a, c'est assez répandu dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, beaucoup moins en France où pourtant les cours d'écriture et de forme narrative commencent à émerger. Alors, il y a même des maisons d'édition qui en font, comme Gallimard, et on peut même finir prix Goncourt en ayant suivi ces cours, puisque Leïla Slimani a notamment suivi ces cours. Donc, c'est la preuve que, en tout cas, on peut apprendre à écrire. De là à savoir s'il y a des recettes, c'est quelque chose qui est assez différent. Donc, moi, je vais surtout vous parler de ma façon d'écrire et de comment je procède. Et après, peut-être qu'on verra ensemble s'il y a des choses qui peuvent s'appliquer à tous ceux qui éventuellement ont envie d'écrire ou pas. Donc moi, je suis journaliste depuis 20 ans et j'écris de la fiction depuis à peu près la même période. Petit à petit, c'est en train de devenir quasiment quelque chose de presque professionnel, dans le sens où c'est une activité qui commence à me faire gagner un peu d'argent, à prendre du temps pour la promotion, etc. Alors, c'est des choses auxquelles je ne pensais pas du tout en commençant à écrire. J'ai commencé, mon premier roman est paru en 2001. Ensuite, j'ai écrit pendant 10 ans sans faire paraître un seul livre. À partir de 2012, donc, j'ai publié des romans à peu près tous les 2-3 ans. Donc, les 3 derniers sont des romans, des polars, des romans noirs. Il y en a un qui se déroule, c'est une trilogie politique. Il y en a un qui se déroule à Bercy sur fond qui met en scène notamment la technocratie française. Le deuxième se déroule lors d'une campagne présidentielle sur fond de montée de l'extrême droite. Et le dernier, là, que je viens de publier en octobre, c'est un roman sur les rapports hommes-femmes et l'émergence, la prépondérance des réseaux sociaux aujourd'hui dans la communication. Mais ces romans sont aussi des romans sur la dépression, sur les rapports entre un père et sa fille, sur la lourdeur que peut être un héritage familial, sur les relations de couple, les relations entre frères et sœurs. Et donc tout ça met en lumière l'idée que pour un bon roman, il faut que j'appellerais un background, un arrière-fond, un décor en fait, donc un milieu dans lequel évoluent les personnages. Et les personnages, c'est la deuxième chose un peu évidemment indispensable qui fait qu'on va s'attacher ou pas à ce qui est écrit, et ces personnages et les interactions entre les personnages vont évidemment développer de l'émotion, des réactions chez le lecteur. Et à côté de ça, il faut évidemment bâtir aussi une intrigue. Une intrigue qui fait qu'on est dans une histoire qu'on raconte, puisque finalement, quand on lit un roman, on a avant tout envie, je pense, de se faire raconter une histoire. Et voilà. Alors, c'est pas toujours simple, parce que quand on commence un roman, enfin moi personnellement, ça me fait toujours ça, au moment de poser la première phrase, eh bien, je me dis que je suis un peu comme une espèce de randonneur ou d'alpiniste qui est au pied de l'Everest, qui regarde tout en haut et qui se dit, bon, bah, maintenant, il faut arriver là-haut, et c'est quand même assez haut.
Donc, on peut prendre un certain temps avant d'y aller, mais c'est vrai qu'au début, c'est assez, ça peut être assez vertigineux. Donc, ça vient, en fait, moi, j'ai souvent plusieurs phases. Donc, la première phase, ça va être une phase de création, d'imagination, de conception. Donc, ça se fait beaucoup dans la tête, un peu à n'importe quel moment. Je pose des idées. Alors, je fais tout sur ordinateur, donc je fais ça dans un document. Et puis, à un moment, il y a un déclic où on se dit, tiens, je vais commencer vraiment à écrire peut-être le premier chapitre, écrire quelques scènes, décrire quelques personnages. Et à partir de là, ça veut dire que je suis entré dans la deuxième phase, qui est la phase d'écriture proprement dite. Alors, quand je démarre cette phase d'écriture, en général, je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas de plan particulièrement, je n'ai pas de fin même, mais souvent, j'ai mes personnages et j'ai mon décor. Et donc, ils vont avancer. Je peux avoir une vague idée de l'intrigue, mais ça peut être très vague. Donc, ils vont avancer et moi, je vais avancer, ma réflexion va avancer avec ces personnages, en fait. Et dans cette phase-là, c'est, pour moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est une phase qui demande énormément de discipline, énormément de travail et de discipline. C'est-à-dire que dans ces phases-là, je me mets à mon bureau tous les soirs, en général entre 22h et minuit, et je me mets au bureau tous les soirs, quoi qu'il arrive. Parfois, j'écris un chapitre, parfois deux, parfois rien du tout, parfois rien du tout pendant une semaine. Ça peut être très frustrant. On a l'impression de perdre un peu son temps, mais on ne perd jamais complètement son temps parce que pendant ce temps, le cerveau continue à imaginer et en arrière-fond à avancer dans la réflexion. Donc, il y a toujours un moment, un petit déclic qui va faire que si je suis bloqué au bout de 50 pages, je vais relire un peu ces 50 pages, peut-être en enlever 10 ou 15 et repartir dans une autre direction. Donc, je dirais que c'est un peu je ne sais pas s'il faut du talent pour écrire. Par contre, il faut beaucoup de discipline et beaucoup de travail. Donc, je pense que vous arriverez à écrire un roman si vous avez, même sans talent, si vous avez du travail, de la discipline et du travail, vous y arriverez. Par contre, même avec du talent et sans discipline, ça sera très compliqué. Voilà. Merci. Très bien. Donc, du coup, on a un peu de temps pour les questions et c'est bien parce que je pense que c'est un domaine qui est extrêmement large. Donc, première question, donc de Anne Baudonneau, comment vous y prenez pour trouver les personnages et les décors? Alors moi, j'ai la chance d'être journaliste, donc je côtoie beaucoup de milieux différents et j'ai été journaliste notamment, j'ai fait une enquête assez longue sur Bercy et le ministère des Finances, où j'ai côtoyé aussi beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de conseillers de l'ombre. Et donc tout ça, ça a fourni la trame de mes 3 derniers romans. J'ai aussi passé beaucoup de temps au Vietnam où j'ai habité un certain temps. Ça a fourni la trame aussi d'un roman précédent que j'avais publié en 2012. Donc c'est beaucoup en fait de l'expérience, de l'enquête. Et puis si jamais je m'intéresse à des choses que je n'ai pas couvert en tant que journaliste, je vais quand même avoir une démarche de journaliste pour essayer d'aller voir des gens qui sont dans ce milieu-là. Par exemple, c'est comme ça que j'ai connu Jean-Marie, en allant discuter un peu parce que j'avais besoin de situer un endroit d'un roman que finalement je n'ai pas écrit, pas encore, dans le milieu de la psychiatrie. Alors, nouvelle question. Comment compartimentez-vous ou pas l'écriture avec votre vie personnelle? Question de Kevin Bruce. Je compartimente beaucoup, c'est-à-dire que le temps d'écriture, il est vraiment dédié le soir, puisque l'organisation de ma vie personnelle est ainsi faite que c'est à peu près le seul moment où je peux écrire.
Ça pourrait être aussi tôt le matin, mais je préfère me coucher tard que me lever tôt. Donc, j'ai choisi plutôt cette période-là. Et le reste du temps, eh bien, je n'écris pas. Alors, je peux avoir des idées, des choses que je vais noter. Donc, j'ai un document et il suffit, j'ai mon smartphone à proximité. Donc, si j'ai des idées, j'écris dessus tout de suite. Mais voilà, oui, je compartimente pas mal et je ne fais pas lire mes textes du tout à mes proches. Mm. La première personne qui va lire mon texte, c'est mon éditeur. Ok. Alors, il y a plein de questions, mais plein de questions auxquelles tu as déjà répondu. Du coup, une question. Beaucoup d'écrivains s'inspirent via des musiques pour écrire. Est-ce que c'est aussi ton cas? Alors non, pas du tout. J'ai pas de playlist sur mes romans et je peux absolument pas écrire en musique. Donc il me faut du silence. J'écris dans le silence. Ok. Euh, une recette pour se mettre à écrire et ne pas avoir de procrastination? Bah, de la discipline, se dire j'écris 1 heure par jour. Moi, au début, j'ai fait pas mal l'erreur de me dire pour écrire, il faut une longue plage devant soi, il faut une journée, et j'avais même pris un temps partiel dans mon travail pour me bloquer une journée par semaine pour écrire. Et en fait, c'est la période où j'ai le moins écrit. Euh, et en revanche, quand je me suis dit, bon, le roman qui se déroule au Vietnam, j'arrivais pas à le finir. Je me suis dit, il faut vraiment que tu trouves le temps pour le finir. Donc là, je me suis levé 1 heure plus tôt tous les matins et j'ai écrit avec une contrainte de temps, donc 1 heure, et puis au bout d'1 heure, c'était fini. Et ça m'a permis d'avancer et de me dire que même sur des petites plages, une demi-heure, quand on sait ce qu'on doit écrire, même une demi-heure, ça peut suffire pour avancer sur un chapitre. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir joué le jeu et Merci d'avoir pour l'invitation. participé. On va passer à l'intervention suivante, du coup, Alain Dejour, qui va nous parler groupe en ligne, entraide ou dérive sectaire? Apprendre à les reconnaître d'emblée. Je ne sais pas si tu es Oui, connecté. je suis là. Oui. Ouais. Eh ben, c'est parti. Bonjour. Donc en fait, moi, je suis ce qu'on appelle un patient expert addiction. C'est-à-dire, je suis passé par plusieurs addictions, le tabac, l'alcool, et j'aide en fait des personnes en ligne dans des groupes à sortir de leurs addictions. Je les accompagne avec d'autres. Et on s'est fait petit à petit des réflexions parce que en fait, les groupes. Alors, je vais mettre un document en ligne. Je vais essayer du moins. Alors, je partage l'écran. Ah, tu Oui, j'ai désactivé le partage d'écran. peux m'autoriser? Allez, petite exception. Comment on fait? Sécurité, partage l'écran. Voilà. Je ne sais pas si ça. Non, donc je recommence. Ça passe par plein d'étapes. Sinon, tu peux déposer le fichier sur la conversation de groupe si jamais c'est un fichier JPEG ou autre. En fait, c'est une sorte de PowerPoint. Mais bon. Ah oui. Ouais. Alors, tac. Autoriser. Alors, il faut que j'autorise. Bon, bah, écoute, je vais me débrouiller. Oui, oui, oui. Le Voilà. problème des PowerPoint, en Je- plus, c'est que ouais, ça fait diminuer l'attention des gens. voilà. Allez, vas-y, on continue de t'écouter du Alors, coup. donc, j'y retourne. Voilà, donc en fait, l'idée, en fait, un groupe en ligne, c'est une sorte de communauté, un peu comme le village d'Astérisque. Et cette communauté, elle a besoin d'une grande sécurité émotionnelle. Et cette sécurité émotionnelle, elle est apportée d'abord par la fermeture. Le groupe est privé. Et quand c'est privé, en fait, on échappe au regard de la famille, au regard des amis, au regard des collègues. Et on freine aussi les messages des industries de l'addiction, par exemple le tabac ou l'alcool.
Et par contre, on a vu ça là, pendant le confinement, quand on a les volets clos et quand on a les portes closes, eh bien, il y a aussi parfois le développement de violences psychologiques ou physiques. Et c'est là qu'il faut repérer un certain nombre de signes. Alors, une plateforme numérique, le petit peuple qui est sur cette plateforme ne peut pas s'auto-réguler. On va identifier des rôles qui sont associés à des personnes et qui permettent à la communauté en fait, de fonctionner, de vivre ensemble. Alors, classiquement, en fait, on a les membres qui arrivent. Là, le sujet, ce sont les addictions. Donc, ils arrivent dans un projet de sortie d'addiction. Et donc, ça, c'est leur demande. Ils viennent chercher ça. Et ils apportent aussi quelque chose. Ils apportent leur capacité à témoigner et à aider les autres. On a les animateurs qui sont en fait des patients experts, des usagers experts, qui eux sont capables de faire le lien entre le projet des membres et puis des méthodes d'accompagnement. Enfin voilà, il y a du conseil bienveillant. Les modérateurs, donc on a les membres, les animateurs, les modérateurs, eux sont là pour en fait assurer avec beaucoup de bienveillance la sécurité émotionnelle des membres. Donc ils sont en mesure à la fois de les inclure, de les faire rentrer, mais aussi de les exclure quand des règles ne sont pas respectées. Et enfin, les administrateurs qui ne sont là que pour faire fonctionner la machine, la plateforme et rien d'autre. Alors, j'avais mis ça dans la pyramide de Maslow, c'est là que j'avais besoin d'une image, donc je vous mettrai le document tout à l'heure en partage. Donc, une pyramide de Maslow, c'est une représentation un peu simple, certains diront simpliste, en fait, des besoins, de la réalisation de besoins d'un être humain ou d'un groupe d'êtres humains. Et tout en haut de cette pyramide, il y a les besoins d'accomplissement de soi qui s'appuient sur des besoins d'estime, donc le regard des autres, des besoins d'appartenance, donc l'idée du groupe, qui s'appuient aussi sur des besoins de sécurité. Donc là, ici, on parle de sécurité émotionnelle. Et puis, en dessous, finalement, il y a des besoins physiologiques. Donc, c'est manger, boire, être en bonne santé. Et on voit d'ailleurs que le virus qui nous réunit un peu tous ce soir, il a bien bousculé cette pyramide. Alors, si on replace maintenant, les différents rôles sur cette pyramide, eh bien, les administrateurs sont tout en bas. Ils sont là pour assurer les besoins physiologiques. Les modérateurs, eux, sont chargés de la sécurité émotionnelle. Ils apportent ça. Et les animateurs, eux, vont régler le besoin d'appartenance. Donc, ils vont accueillir. Et puis, le besoin d'estime. Ils vont encourager, comme les autres. Et puis, les membres, ils sont là, tout en haut de la pyramide. Donc, c'est eux le sommet de la pyramide pour leur projet, leur témoignage et leur aide. Voilà. Et maintenant, si on glisse vers une plateforme en dérive sectaire, on va retrouver les mêmes personnages, donc administrateur, modérateur, animateur et membre, mais avec des fonctions un peu différentes. L'administrateur, là, il va régner sur son groupe, sur son équipe de modération. Il va le matin saluer ses membres, il va parler de son livre, de sa présence média. Voilà, il se met en scène, en fait. Les modérateurs, ils sont là, en fait, pour recadrer la parole et exclure. Alors, dans un contexte d'addiction où l'émotion est encore une fois quelque chose de très important, cette exclusion, c'est vraiment un drame. Les animateurs, eux, sont là pour relayer la parole de l'administrateur. Ils vont répéter à l'envi qu'on est bien ensemble. Et l'extérieur du groupe, c'est quelque chose qui est présenté comme rempli de menaces et de troubles. Et là, on retrouve ce que disait dans la première session Laure Montalembert là, sur les dérives sectaires. Les membres, enfin, sont ravis d'avoir été acceptés par un tel administrateur. Et puis, ils vont cacher leur mal-être pour pouvoir rester encore un petit peu. Ils vont se réchauffer entre eux. Donc, il y a des liens très forts qui se tissent entre les membres, mais c'est au prix de leur propre sécurité émotionnelle. Et tant pis pour la rechute va rester privée. Et donc là, un exemple que j'aime à donner, alors voilà, c'est encore une image que vous verrez plus tard, c'est dans Toy Story, je ne sais pas si tout le monde a vu ce film, on a une scène où le héros va dans une fête foraine et rejoint des peluches dans un jeu avec un grappin. Et les peluches lui expliquent que le maître, c'est le grappin. Hein. Le grappin est notre maître. Il choisit celui qui part ou celui qui reste.
Donc, en fait, dans un groupe en dérive sectaire, on est un peu dans cette ambiance-là, hein, cette ambiance du grappin. Ok, super. Alors, on dépasse un petit peu. Voilà, Si tu je veux faire m'arrête. une conclusion, n'hésite pas. Sinon, on passe aux questions. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'est Ouais. juste, voilà, juste Bon, dire que la pyramide de Maslow est juste inversée. ouais. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est une très belle image. Moi, je suis fan des métaphores et des choses comme ça. Pyramide de Maslow, c'est très intéressant de base. Alors, comment repérer qu'on est dans un groupe sectaire? Euh, alors, du coup, je trouve que ton intervention amène déjà beaucoup d'éléments de réponse, mais du coup, peut-être que c'est quels pourraient être les signaux d'alerte où on se dit, oh là, attention, là, il faut quand même commencer à se méfier. Alors, un point très important, c'est c'est avoir des réactions agressives des modérateurs quand on pose une question, par exemple. C'est légitime de poser une question, mais si on pose une question si on n'est pas d'accord, par exemple, avec une intervention médiatique du gourou, si on remet ça en cause et qu'on a des réactions agressives, on va pouvoir repérer ça tout de suite. Ça, c'est un signe très fort. On peut le voir aussi avec une relative indifférence du gourou au sort des autres. Dans les groupes où on parle d'alcool, on est, on est dans des situations qui sont parfois très, très dangereuses, avec des situations d'exclusion qui peuvent conduire à des drames. Ok. Ça rejoint du coup la question de Kina. Le confinement peut-il pousser certains à basculer dans des addictions? Alors, oui, c'est ce qu'on dit. Et ça doit nous, effectivement, ça fait 5 semaines qu'on est dans les groupes et et dans le confinement. Euh, l- la rechute, voilà, il y a cette histoire de rechute. euh, En fait, parce on est sur l'émotion. Et le confinement, ça génère des émotions très, très fortes ou des contraintes très, très fortes. Et notre discours, en tant qu'animateur, il doit changer. C'est-à-dire souvent quand quelqu'un dit ah là là, je vais rechuter, c'est dire voilà, bah non, on va t'aider à ne pas rechuter, on va en parler, on va te rebooster. Alors qu'en fait, là, dans une période de confinement, la réponse, c'est plutôt dis-nous ce qui ne va pas. En fait, parle. Voilà, t'es isolé, parle. On s'en fout que tu rechutes. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Ok. Voilà, mais parle. Voilà. Ouais. Et, on terminera juste sur une question que je trouve sympathique. Est-ce que du coup tu arrives à penser à toi, même si tu t'investis beaucoup pour les autres? Oui, oui, forcément. Bah, c'est tout l'intérêt. Ça renvoie à des situations passées. Et puis, on doit effectivement travailler beaucoup sur soi-même. Moi, j'étais peu addict au tabac. Je travaille beaucoup sur le tabac parce que on va dire que je suis codépendant. Hein. Je vis avec quelqu'un qui a été très dépendant au tabac. Donc, j'ai appris l'addiction au tabac à travers elle. Et par contre, j'avais eu plus de soucis avec l'alcool et que j'avais oublié. Et quand je me suis remis à travailler sur l'alcool, ça remet beaucoup de choses. Alors, je pensais que c'était une histoire qui était vraiment très, très ancienne. Bon, merci beaucoup. Super, merci d'avoir joué le jeu. C'est tellement bien voilà, pour tous les spectateurs, je vous invite vraiment à vous Ouais, proposer. Je suis tellement content, moi, ça fait des interventions très différentes, très variées et toujours intéressantes. Donc maintenant, on va voir le docteur Derdour Campos Julien, médecin psychiatre, qui va nous parler du traumatisme secondaire chez les soignants. Bonsoir à tous. Merci Jean-Marie pour l'invitation.
Alors oui, moi j'aimerais du coup aborder un sujet qui m'est cher, hein, parce que c'est un sujet qui m'a envahi pendant plusieurs mois, parce que c'est le sujet de ma thèse. Alors pourquoi moi je me suis intéressé sur ce sujet, notamment pour ma thèse, parce que très tôt, moi j'étais confronté un petit peu à ce phénomène. Alors j'ai été interne dans un stage en milieu carcéral, donc à la maison d'arrêt et au centre pénitentiaire de Caen, où on côtoie une population assez singulière, parce que c'est majoritairement des auteurs de violences sexuelles, mais aussi des victimes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des auteurs sont aussi des victimes. Et au fil des semaines et des mois, j'ai pu me découvrir un peu quelques symptômes totalement inhabituels chez moi, comme des conduites d'évitement, ou alors le fait de repenser souvent au discours des patients, un peu comme des flashs, ou même revivre parfois des scènes décrites par mes patients, et des scènes qui ne m'appartenaient pas du tout. Et donc, je me suis mis un petit peu à me renseigner sur le sujet. Et puis, à chaque fois, je tournais en boucle sur le burn-out, mais je me demandais, effectivement, le burn-out, il y avait des choses qui se rejoignaient, comme l'irritabilité, la fatigue, mais quid de ces pensées envahissantes, de ces flashbacks? Et là, je suis tombé sur une littérature anglo-saxonne et canadienne qui parle justement de ces traumatismes secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traumatisme secondaire? Moi, j'aime beaucoup utiliser la métaphore, alors soit du ricochet, ou alors de la pierre comme ça qui tombe dans l'eau et qui provoque par effet physique des ondes de choc. Et dans le traumatisme secondaire, c'est exactement la même chose. Au départ, on a une victime primaire, ou un auteur d'ailleurs. Donc cette victime a subi un traumatisme qui a fait effroi dans la vie psychique du sujet, alors soit parce qu'il a été confronté à la mort ou à la menace de mort ou aux violences diverses, et par phénomène comme ça de propagation va diffuser ce traumatisme autour de lui sur différents grades et différents cadres. Je m'explique, le premier grade, c'est le grade immédiat ou post-immédiat. Les premières personnes qui vont être touchées par ce traumatisme secondaire sont généralement les groupes d'intervention, hein, les sauveteurs, les pompiers ou alors les témoins de l'accident ou de la victime, également les cellules d'urgence médico-psychologique, hein, la CUMP, qui seront en contact direct avec la victime. Et cette population en post-immédiat ou immédiat va subir un traumatisme qu'on appelle dans la littérature un stress traumatique secondaire. Ce stress traumatique secondaire, en fait, c'est un stress survenant au fait d'aider ou de vouloir aider une personne victime de traumatisme psychique. Et les symptômes s'apparentent à un PTSD, enfin un syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire avec des réviviscences, des conduites d'évitement, une altération négative des cognitions, des émotions, enfin les mêmes symptômes que peut vivre en tout cas une victime primaire. Deuxième onde de choc, si je puis dire, c'est plutôt les thérapeutes, où on a une onde de choc à moyen long terme, où les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, à force d'entendre comme ça un discours répété, traumatique, peuvent développer eux également un traumatisme secondaire qui est différent, puisqu'on l'appelle la fatigue de compassion. La fatigue de compassion, Charles Figlet, qui a beaucoup travaillé là-dessus, le définit comme le coup de prendre soin. Et quand on prend soin justement de ces patients qui ont été victimes, on met à mal notre attitude et notre écoute empathique, nos capacités de distanciation également face à la souffrance du patient. Et c'est un phénomène comme ça qui est graduel, et on peut être à risque de développer également des signes d'éléments post-traumatiques, mais combinés avec un burn-out complètement. C'est ce phénomène d'épuisement, ce phénomène graduel qui petit à petit, en plus des phénomènes de trauma, se surajoute ce phénomène de burn-out. Et c'est ce que j'ai vécu moi en tant qu'interne, où j'étais très fatigué et puis j'avais des conduites un peu addictives aussi, hein, qui se sont surajoutées. J'avais ce besoin de voir les amis, d'aller dans les bars, de pouvoir discuter d'autres choses. Et en plus de ça, j'avais ces flashs là qui m'envahissaient par moments.
Alors, comment s'en prémunir de ce phénomène de traumatisme secondaire? Et je rejoins l'intervention juste avant, là, c'est assez marrant qu'on ait pu parler de la pyramide de Maslow, parce que sur un axe individuel, c'est exactement ça. Pour pouvoir s'en prémunir, il faut avoir un cadre de vie sain, donc pouvoir répondre à ses besoins physiologiques, pouvoir répondre à un sentiment de sécurité, hein, c'est-à-dire avoir le soutien des proches, des collègues, pouvoir se donner des objectifs de travail réalistes et avoir une gestion de son travail très limitée, pouvoir renforcer aussi ce besoin d'estime, d'accomplissement. Donc, on est vraiment là sur les paramètres, sur les paramètres de la pyramide de Maslow. Donc, je suis très content qu'on ait pu l'aborder. Et comment s'en prémunir également sur un axe plus organisationnel, ce qui revient le plus dans la littérature, et c'est ce qui se fait peu en fait dans la pratique francophone. Enfin, je trouve, moi, dans la pratique psychiatrique francophone, c'est la supervision clinique. Ça se fait beaucoup au Canada. Par exemple, au Canada, il y a certains hôpitaux où ils se limitent finalement en patients. C'est 6 patients par jour et après on débriefe. On débriefe. Et c'est ce qui permet finalement de pouvoir ventiler et de ne pas être sujet au traumatisme secondaire. Autre chose également pour s'en prémunir, alors là je ne peux pas le partager, mais je pourrais vous le partager sur Twitter ou autre, c'est des outils d'auto-évaluation comme le test d'usure de compassion ou alors la Procool 5, c'est un test qui permet d'évaluer à la fois sa fatigue de compassion mais également sa satisfaction de compassion. C'est des termes très techniques, donc j'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, alors pour moi, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que c'est un réel enjeu de santé publique. On parle beaucoup de burn-out, mais voilà, j'ai l'impression qu'on passe à côté de beaucoup de choses, notamment la traumatisation secondaire, et il y a nécessité à pouvoir en parler parce qu'il y a certains soignants qui comprennent pas finalement ce qui leur arrive et pourquoi ils vivent des choses qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent pas à leur vie psychique propre. Et donc voilà, j'ai essayé de faire de manière synthétique pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Super. Alors, du coup, je vais prendre directement une question qui est primordiale de Cécile Glaser. Y a-t-il un risque de traumatisme secondaire? Non, pardon, c'est la question d'avant. Quid de la prise en charge en France des soignants confrontés au suicide d'un patient? Il n'y a pas de réellement de… Coupé. Non, c'est bon. Ça a coupé. Est-ce que vous pouvez répéter votre question pour que je puisse bien l'intégrer? Oui, en gros, voilà, est-ce qu'il y a une prise en charge pour les soignants qui sont confrontés au suicide d'un patient? Alors, c'est plus interdépendant par rapport aux structures. Alors moi, dans ma structure à moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Donc, je mets en place des supervisions cliniques, on met en place des structures pour les soignants. Après, non, il n'y a pas de protocole pur. C'est selon la philosophie, je dirais, du chef de service ou la philosophie du service. Après, il y a des plateformes. Alors, il y a une plateforme Oui, qu'on entend beaucoup parler là en ce moment, c'est la plateforme SPS, qui est existante depuis de nombreux mois hein, et qui permet de répondre face à cette détresse que peuvent vivre les soignants. je compléterai en disant que dans mon internat, les internes qui sont confrontés à un suicide, à mon avis, sont pas. En général, l'aide n'est pas vraiment présente. C'est mon expérience personnelle. Alors, question suivante. Comment combiner nécessaire empathie et se protéger des effets de cette empathie? C'est toute la question de la différence entre l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est plus fonctionner comme un simple miroir face aux émotions d'autrui. Et la compassion, là, on s'implique personnellement, parfois même de manière inconsciente. Mais pouvoir s'en protéger, eh ben, c'est pouvoir communiquer là-dessus, pouvoir s'auto-évaluer également. Et puis pouvoir, comme je le disais, se protéger de manière individuelle et surtout d'un point de vue organisationnel, institutionnel, de pouvoir mettre en place des
des débriefings. Enfin, j'aime pas trop ce mot débriefing, mais plus des espaces de ventilation ou voilà. Enfin, Hmm. Ok. Donc, une dernière question de Thomas Brenec. Observe-t-on ce type de traumatisme secondaire chez les soignants des unités Covid? Alors, de manière un peu. Alors, le Covid, ça n'a pas fait effroi comme un véritable trauma psychique, comme on peut l'entendre, mais c'est c'est très insidieux comme phénomène parce que c'est un phénomène graduel, c'est-à-dire on prend soin des patients et notamment en réa, hein, où on fait un peu des maraudes en réa, et il y a l'épuisement physique que nous contraint la crise sanitaire. Et puis, ce phénomène Covid, le fait qu'on ne connaît pas ce virus, le fait qu'on ne sait pas comment faire, eh ben, ça accentue un phénomène de stress très évident chez ces soignants. Et oui, je pense que ça peut provoquer un traumatisme secondaire à moyen long terme. Oui. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention et Merci à d'avoir toi. pris ce temps pour ce partage. Alors, du coup, on va enchaîner avec, donc c'est pas Jean-Marie Perrin, mais c'est Jean-Marc Perrin, avec qui j'ai un lien de parenté. Je vous laisserai deviner lequel, et qui va nous parler de vérité et contre-vérité dans les dictons météorologiques. Jean-Marc Perrin, c'est à toi. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Très bien. Bien, oui, bonjour. Donc, je vais aborder rapidement un sujet un petit peu plus léger, à savoir les dictons météorologiques. Donc, je suis ingénieur Météo France de profession. Donc, c'est pour ça que le sujet m'intéresse aussi à titre personnel. Donc, depuis tout temps, l'homme a voulu prévoir le temps, notamment les agriculteurs et les marins. Mais on va dire qu'en gros, jusqu'au début du XXe siècle, la seule possibilité pour eux, ça a été d'observer pour établir des règles de façon empirique, parce qu'en effet, ils n'avaient pas de compréhension des phénomènes atmosphériques et quasiment pas de base de données sur une longue période. Alors, durant des milliers d'années, ils ont fait confiance aux astrologues, où on a donné des pouvoirs aux saints religieux, mais bon, vous vous en doutez bien, c'est pour peu de résultats, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, avant d'être une science, la météo, c'était un petit peu de la poésie en quelque sorte, puisque nos aïeux ont tenté de codifier les caprices du ciel sous forme d'innombrables dictons. Il en existe des milliers qui sont parvenus jusqu'à nous, et on relève un véritable fourre-tout, il faut bien le dire, où les observations judicieuses côtoient des croyances, souvent d'ailleurs d'origine religieuse. Alors, de nos jours, les progrès scientifiques permettent d'évaluer les dictons les plus connus. Je vais vous en donner quelques-uns très rapidement. Alors, pourquoi? D'abord, on a une connaissance physique des phénomènes météorologiques depuis le XXe siècle. On a à notre disposition des séries complètes de mesures, parfois depuis plus de 100 ans, sur plusieurs points de la planète, y compris en France, bien sûr. Et puis, l'informatique permet aussi de faire des dictons, faire des tests objectifs sur les dictons. Il faut dire que ça fait beaucoup de ravages. Alors, si on veut classer les dictons, c'est assez difficile. Bon, en gros, il y a deux types de dictons. Les courtes échéances, donc jusqu'à 0 à 24 heures, ou bon, on va dire qu'il y a une certaine crédibilité, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et les dictons de longue échéance, donc de quelques semaines à quelques mois, où là, c'est nettement plus sujet à caution. Vous avez des dictons qui sont datés, ce sont des anomalies à date fixe, que ce soit Noël, les Saint-Glace, la Saint-Médard, l'été de la Saint-Martin, etc. Vous avez des dictons d'observation directe, là où on observe des phénomènes météorologiques, et cela fonctionne assez bien. Il y aurait plusieurs exemples que je n'ai pas le temps de vous donner. Plus intéressant, il y a des dictons d'observation indirecte. C'est par exemple les comportements des animaux ou encore les phases de la Lune qui ont une influence ou pas sur la Terre, sur le temps. Et je vous en dirai également un mot rapidement. Donc, et puis il y a les dictons de superstition. Alors, j'en ai noté un pour vous montrer ce que ça veut dire. Par exemple, s'il vente le jour de votre mariage, vous déménagerez souvent. Bon, pour le prouver, bonjour, bon courage. Donc, je vais
montrer quelques dictons qui ne marchent pas, c'est volontaire, les plus connus qui ne marchent pas. Premier connu, c'est Noël au balcon, pas cotisons. Eh ben non, depuis, si vous prenez sur un siècle, vous avez tous les cas de figure, de Noël au tison, Pâques au balcon, etc. D'autant plus qu'il faut savoir que Pâques, par exemple, c'est une date qui s'étale entre le 22 mars et le 25 avril selon les années. Donc c'est presque des changements de saison, quoi, entre fin mars et fin avril. Donc on voit bien que c'est un peu compliqué pour trouver un lien de cause à effet. La Saint-Médard, je vous en parle parce que la vérification sur plusieurs décennies montre qu'il n'y a aucune règle qui a été mise en évidence. Je vous laisse regarder sur Internet si vous ne me croyez pas. Les seins de glace, j'en dis un mot parce qu'on va y arriver bientôt. C'est plus à prendre comme une période à risque. Alors les seins de glace, je vous rappelle, c'est le 11, le 12 et le 13 mai. Mais c'est pareil, il ne fait pas plus froid au sein de glace que dans une autre période du mois de mai. Par exemple, j'ai noté en 2015, il a fait 30 degrés pendant les seins de glace sur toute la France. On a même battu des records de chaleur. En plus, pour ces histoires de seins, il faut faire bien attention parce que, si vous savez, à la fin du XVIe siècle, il y a eu un changement de calendrier qui a fait qu'on a décalé de 10 ou 12 jours, je ne sais plus, toutes les dates des saints. Donc, bonjour pour s'y retrouver depuis l'an 500. Je voudrais terminer par la Lune parce que en tant que météorologiste, j'ai toujours eu beaucoup de mal à convaincre ceux qui ne jurent que par la Lune. Or, aucun calcul ne permet de montrer que la Lune a une influence, je dirais, significative sur le temps. Une chose simple à comprendre, les phases lunaires. Lorsque vous avez une phase lunaire, c'est la même à l'instant T sur toute la Terre. Si c'est la pleine lune en France, ce sera la pleine lune aux États-Unis, en Asie, au pôle Nord, etc., au même moment. Donc, si le temps changeait avec la Lune, il faudrait que ça change sur la Terre entière, et c'est manifestement pas le cas, il suffit de regarder les images de satellites. Alors c'est là qu'intervient un peu l'illusion de corrélation, c'est-à-dire que seuls les changements de temps liés au changement de lune sont remarqués et mémorisés. C'est fait une espèce de filtrage mental qui ne vise à mémoriser que les faits favorables à l'hypothèse de départ. C'est quelque chose qui est bien connu, qu'on appelle, je crois, la pensée sélective. Et je vais terminer en parlant, puisque je parle de la Lune, des grandes marées. Alors ça, c'est pareil, c'est une idée qui résiste, comme quoi les grandes marées seraient généreraient des tempêtes ou l'inverse. Bon, c'est une croyance, puisque les grandes marées, ce sont les conséquences de l'attraction de la Lune et du Soleil sur la mer, on sait bien, mais ça ne provoque absolument pas les tempêtes. Ce qui se passe, c'est lorsque vous avez une tempête qui arrive au moment où il y a une grande marée, bien évidemment, les conséquences sont beaucoup plus spectaculaires et ça marque les esprits, d'autant que la tempête, en plus, va avoir le pouvoir de soulever la mer, ce qu'on appelle une surcote, ça peut aller jusqu'à 1 mètre. Et du coup, si vous prenez l'exemple de la tempête Xynthia en 2010, vous avez eu à la fois la surcote, les grandes marées, les vagues, la tempête, mais l'un n'était pas la cause de l'autre, c'est simplement une concordance malheureuse qui a eu de grandes conséquences. Voilà, écoutez, je termine. Alors, je vais terminer sur une petite note d'humour avec un proverbe, pas un proverbe, un dicton qui fonctionne relativement bien, que vous allez constater dans les jours prochains. C'est si la grive chante en mai, c'est qu'avril est déjà passé. Je vous remercie. Du coup, tu as expliqué que la Lune n'avait strictement aucun effet sur la météo. Je réponds à la Lune d'abord. Je n'ai pas dit strictement, j'ai dit des conséquences non significatives. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que la Lune a en effet un pouvoir d'attraction sur l'atmosphère terrestre aussi. Il existe des marées terrestres, d'atmosphère terrestre, mais qui sont de l'ordre de grandeur de mémoire de 1/10 millième ou 100 millième par rapport à la mer. Donc c'est pour ça que ça n'a pas de conséquences, mais les calculs peuvent montrer des conséquences sans absolument pas significatives. Merci. Ok, pas de questions particulières. Dans l'assistance, est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient poser une question? Ça peut être une question météo du coup, hein, Ah oui, c'est ça. parce que
on a quand même affaire à un brillant ingénieur météorologue. Donc, du coup, juste pour conclure, papa, est-ce que tu peux évoquer, tu me parlais un peu d'un sujet futur autour de comment se forme un cyclone, et tu me parlais aussi de l'importance de la dépression et c'est quoi l'autre truc? Anticyclone. Et les anticyclones. Alors, Donc juste en 2 mots, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi sans les dépressions et les anticyclones, la vie n'existerait pas sur Terre? oula, c'est une bonne question. Bon, ce serait un peu long, alors je vais juste répondre par une phrase parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Il faut juste savoir que s'il y a des tempêtes et des dépressions, c'est pour que les échanges énergétiques se fassent entre l'air chaud de l'équateur et l'air froid du pôle. S'il n'y avait pas ces tempêtes-là, eh bien, la vie ne pourrait exister sur Terre, mais je pense que c'est un autre sujet que je pourrais développer éventuellement plus tard. Merci pour le teaser. Une question de Francoise. Merci Francoise. Quelle est la meilleure référence pour apprendre les nuages et les bases météo? Oula, il y a énormément de nuages d'ouvrages de vulgarisation. C'est très facile à trouver. Je n'ai pas de meilleure référence. Toujours est-il que ce sont des sujets extrêmement bien connus maintenant. Donc, il y a peu de chances de tomber sur des ouvrages qui ne soient pas pertinents dans ce domaine-là. Merci. Et puis une dernière question pour conclure. Depuis quand a-t-on depuis quand a-t-on un corpus de données sur la météo? Question de Natacha. Ça, c'est une très bonne question. Disons que jusqu'à la fin du 19e siècle, on peut dire qu'il n'y en a pratiquement pas, mais il y a quelques exceptions, puisqu'il y a des moines, par exemple, qui faisaient des relevés de température au Moyen-Âge et qui nous servent beaucoup pour essayer de comprendre le climat des siècles passés. Mais les véritables bases de données, on va dire, ont commencé en 1920-1930 de manière systématique, 24 heures sur 24 sur la Terre entière, à partir du moment où on a compris que la météorologie était planétaire et qu'il fallait absolument relier les données, les observations de tous les coins de la Terre pour comprendre un peu comment la machine fonctionnait. Super. Une dernière question et après on sera bon, on pourra passer à la dernière intervention. Non, l'avant-dernière, pardon. Les conséquences du réchauffement climatique faussent-elles les prédictions actuelles du dérèglement Ça climatique? mériterait 10 minutes rien que pour Bon, et la, ben du coup, on va s'arrêter là. la réponse est oui. Voilà. D'accord, donc la réponse c'est oui à les conséquences du réchauffement climatique dérèglent les prédictions actuelles. Non, des règles, la validité des dictons. Ah, Certains dictons. Voilà ce que j'ai compris, moi, comme la question. merci. Bon, merci beaucoup. Donc forcément, quand on parle à son père, on est moins à l'aise que quand on parle à des inconnus. Mais je suis vraiment très content que tu aies accepté de participer à ce petit jeu. Et j'ai vu que les commentaires étaient positifs sur le petit groupe de conversation Zoom. Alors, du coup, on va passer à Sophie Colo. Et du coup, je vais te laisser dire le titre parce que tu as souhaité le modifier. Donc, je te laisse dire le titre et puis nous faire ta présentation. Je te remercie. Merci Jean-Marie. Donc, le titre, c'est Père et danse numérique, l'exemple du goûter Psy Live. Voilà. Du coup, j'ai envie de me présenter en disant que voilà, je m'appelle Sophie Colo, j'ai 32 ans et je suis père aidante au CHU de Nantes dans un centre qui s'appelle le CRESERC, donc le centre de référence en soins d'éducation thérapeutique et remédiation cognitive. Donc, je suis père aidante là-bas depuis 2 ans maintenant. Je vis avec une vulnérabilité psychique, donc j'ai un diagnostic depuis 2 ans et demi de bipolaire de type 1. Et donc, j'ai été, voilà, comme un grand nombre de personnes, malheureusement, en souffrance pendant à peu près 10 ans sans être diagnostiquée. Et en fait, c'est grâce au CRESERC où j'ai d'abord été accueillie en tant que patiente
que j'ai pu connaître voilà, mon trouble, mes difficultés et vraiment travailler dessus. Peut-être j'ai coécrit en tout cas une définition de la pérédance en psy pour un petit peu avoir la même base. Donc, personne, la pérédance ou un père aidant ou une père aidante, une personne concernée qui utilise son vécu expérientiel comme levier d'établissement et d'inspiration pour les autres. Moi, cette définition elle me convient plutôt bien. Du coup, voilà, au niveau de mes activités et de mes actions en tant que père aidante depuis 2 ans maintenant, au Crézerc à Nantes, j'interviens pas mal dans des séminaires, des colloques sur la santé mentale, soit en tant qu'intervenante, soit en tant que public, soit en tant qu'animatrice aussi de groupe. Au niveau de mes formations, pour l'instant, je suis formée à l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, et aussi à la communication non violente, donc au cycle d'introduction à la communication non violente. J'ai envie de faire un petit coucou à mes copines qui sont là, c'est Alex et Marine, merci de me soutenir les filles, avec qui je pratique régulièrement du coup l'écoute empathique, et notamment avec Alex, on a créé la parenthèse empathique. Voilà, pendant le confinement, on propose ça à des amis, même à ma maman par exemple. Donc ça, c'est une grande part de mon travail à Nantes, au Crézerc, avec Marine, qui est voilà, médiatrice de santé père au CHU de Nantes. Et c'est grâce à elle que j'ai connu l'écoute empathique, la communication non violente. Et ça m'a vraiment donné envie de me former et puis de l'utiliser pour moi-même, en fait, pour l'accueil des émotions, que ce soit pour moi ou du coup, les autres émotions pour les autres personnes. Et donc, le goûter Psy Live, c'est quelque chose que j'ai co-créé avec une copine étudiante de mon diplôme universitaire de père aidante en santé mentale que je fais à Lyon, avec le centre de ressources de remédiation cognitive de Lyon, CH Le Vidatier. Voilà. Je donne toutes les références, comme ça, tout le monde sait. Et du coup, Philippine, donc, elle est étudiante en pharmaco et à mon DU de père aidance. Et c'était un désir, toutes les deux déjà avant, de créer quelque chose sur Instagram. Voilà, des lives ou parler de la père aidance, faire quelque chose voilà, d'un peu catchy, entre guillemets, que ça puisse intéresser d'autres personnes. Et puis vraiment parler à fond de la père aidance et de la santé mentale. Et pour moi, sensibiliser sur la stigmatisation et la déstigmatisation des personnes, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et qui me fait vraiment, qui est moteur pour moi pour aller dans tous les séminaires dans lesquels je vais et tout ça. Et donc, le principe du goûter Psy Live, c'est qu'en fait, au début, moi, c'était venu vraiment d'un élan de... J'ai très mal vécu le confinement. J'ai été hospitalisée en plus juste avant. À Nantes, en fait, c'est à la fois mon lieu de soins et mon lieu de travail. Et en fait, j'ai très, très mal vécu le confinement. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour continuer ma père aidance, qui d'habitude est dans la vraie vie, avec des vrais gens. Et comment je peux faire pour continuer mes actions et ce en quoi je crois et les valeurs que j'ai envie de porter. Et du coup, c'est là qu'on a eu l'idée de se dire, allez, on se lance en live sur Instagram, du lundi au vendredi, à 16h30. Et au début, on faisait qu'une demi-heure de live. Et puis, Philippine a d'autres projets, notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Psychéduc. Donc, elle a pris son projet à fond. Et puis moi, j'ai plutôt pris le goûter Psy Live un petit peu comme mon bébé. Parce que c'était de continuer là-dedans. Alexandra, je la connaissais déjà de mon activité de père aidante et de mes soins en fait, et ça a été une très très belle surprise de la rencontrer sur Instagram. Et depuis qu'on s'est rencontrés il y a à peu près un mois maintenant du confinement, le 24 mars, ça a été le premier live du goûter psy. On co-crée toutes les deux ce goûter psy. Donc peut-être pour identifier un petit peu ce que c'est, donc c'est du lundi au vendredi 16h30, 17h30 aujourd'hui. Le lundi, j'invite quelqu'un sur mon compte Instagram qui fait plutôt partie du champ de la santé mentale, de la père aidance, où on parle vraiment d'un sujet spécifique. Donc, pour exemple, j'ai reçu par exemple
ma chef, entre guillemets, qui est médecin psychiatre au CRESERC, avec laquelle on a parlé d'un schéma qui s'appelle le schéma de vulnérabilité stress. Donc ça, c'était pareil, un exemple un lundi d'une rencontre. Voilà, donc le lundi plutôt orienté père aidant santé mentale. Le mardi, c'est Alex qui est ici, qui a le compte Instagram Rue de l'Empathie, qui propose un scan corporel, plutôt avec des axes de sophrologie, d'écoute empathique, de méditation. Donc c'est un moment très calme pour le coup, et qui est vraiment très très précieux, je trouve. Merci. Encore une fois, merci Alex. Le mercredi, j'invite quelqu'un sur mon compte de nouveau et là, c'est plutôt orienté créativité, on se lâche un petit peu. Donc, par exemple, j'ai reçu notamment une psychologue qui est coach en plutôt développement personnel, tous les sujets qui concernent le couple, la sexualité, la féminité et qui propose tous les matins à 9h30 un morning boost où on peut danser. Il y a plutôt beaucoup de femmes et peu d'hommes, mais du coup elle est venue sur mon live un mercredi et puis on a proposé 2 musiques chacune et on a dansé dessus et on invite les personnes en tout cas qui participent au goûter psy à être avec nous. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et puis du coup les jeudis, vendredis, là ça commence un peu à s'essouffler et moi ça me demande énormément de travail, donc là ça va être plutôt quelque chose qui va s'arrêter, je pense que ça va s'éteindre tout doucement. Peut-être pour vous donner envie de venir nous voir sur Instagram au niveau des personnes que je vais recevoir prochainement. Donc, lundi, je vais recevoir ma famille de ouf qui est venue pour la conférence de Jean-Marie la semaine dernière, il me semble. Oui, elle était la toute première. C'est la seule qui n'a pas été enregistrée, la pauvre. Ah, ok. Ah ben voilà, donc, il nous reste, soit il y a un temps de questions, sinon si tu veux continuer, il n'y a pas de problème. Mais, là, on est dans le temps des questions. Je veux bien stopper là et puis voir déjà quelles questions. Ouais. Ok. Alors, quel est le parcours type pour devenir père aidant? DU, licence, point d'interrogation. Alors, de mon point de vue, il y a autant de parcours qu'il y a de personnes. Moi, personnellement, ça m'a vraiment touchée de me former. J'ai même eu un peu peur parce que moi, les études, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais je dirais qu'il y a autant de parcours que de personnes qui s'intéressent à la pérédance. Moi, personnellement, j'ai souhaité, je me suis autofinancée la formation de CNV. Le CHU m'a payé la formation d'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. Et je fais le DU parce que, en tout cas, moi, il me semblait assez accessible pour moi qui n'ai pas fait d'études supérieures et tout ça. Donc, le DU, ça me semblait une bonne idée. Marine, par exemple, ici, elle a fait la licence médiateur santé-père qui est liée à Paris 8. C'est ça 13, pardon. Paris 13. Et le CCOMS, le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Et le diplôme universitaire que je fais, c'est aussi chapeauté, entre guillemets, par le CCOMS également. Mais je pense que pour commencer un devenir de père aidant ou de père aidante, il faut d'abord vraiment avoir l'envie de cœur. Moi, je dirais c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que je souhaite continuer, en tout cas. Super. Alors, du coup, une dernière question. Donc, dans quels autres domaines penserais-tu que la pérédance serait pertinente? Eh ben, du coup, j'ai envie de parler un petit peu d'un projet qu'on a avec le CHU et notamment Marine, qu'on a mis en place assez récemment, où on ouvre en fait tout ce qui est pérédance à aussi tout ce qui est, j'entendais Alain tout à l'heure dire patient expert. Donc, on a ouvert en fait des groupes sur l'écoute empathique, mais pour des patients experts, père aidants, en somatique, donc avec des problématiques plutôt par exemple, de cancéro ou de diabéto, par exemple, pour ne citer que. Donc, pour moi, il y a après, chacun a un peu sa définition de la pérédance, mais pour moi, la pérédance, par exemple, Alain, qui fait pour moi, c'est de la pérédance dans ces problématiques de tabacologie, d'alcool. Pour moi, c'est totalement de la pérédance.
Merci. Pour compléter un peu ce que tu dis, moi j'aime bien dire qu'il y a trois types de personnes qui peuvent aider une personne qui souffre. C'est les soignants, ses proches et les pairs. Euh, Parce que chacun va avoir un regard différent sur la souffrance de la personne. Est-ce que c'est bon pour toi, Sophie, du coup? Oui, merci Ouais. beaucoup. Ouais. Merci à toi pour ton intervention et merci d'avoir accepté de participer. Et du coup, on va terminer avec Kadiatou qui va nous parler, donc qui va détailler un peu son parcours, qui a préparé un texte du coup concernant l'accès aux soins et la grossesse dans le parcours migratoire. Et je crois que ce sera complété. Du coup, Kadiatou, es-tu en ligne? Oui. Oui, je suis en ligne. Bon, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Kadiatou. Je viens de la Guinée-Conakry. Je vais vous parler de mon parcours du Maroc jusqu'en Espagne et puis à la France. Au Maroc, avec le parcours, je suis venue pour la traverser avec ma grossesse, mais ça n'a pas été facile pour moi. Parce que je suis venue au Maroc avec une grossesse de 2 mois. Avec dans la forêt, j'ai pas fait pas mal de temps. J'ai fait à peu près 2 mois dans la forêt avant la traversée. Mais il n'y avait pas de suivi médical. Je mangeais pas bien, je dormais pas bien. Ça n'a pas été facile. On me faisait à chaque fois sortir avec les traverseurs. Je marchais des kilomètres, des heures avant d'arriver à la mer. Ça n'a pas été facile. À chaque fois, quand on me faisait sortir, ça n'aboutissait pas. Et je me retournais avec la fraîcheur, je ne mangeais pas bien. Du coup, moi aussi, je n'ai pas lâché. Je tombais malade. Avec les médecins sans frontières, j'ai tout fait pour avoir une suivi. En vain, ça n'a pas donné. À chaque fois, quand je leur appelais, ils ne me répondaient pas. Donc, moi aussi, j'ai paniqué, j'ai lâché. À chaque fois, mon ventre me faisait mal, j'avais des douleurs, je ne mangeais pas. Un jour, ils m'ont appelé pour me dire que si c'est possible pour moi de tenter pour la 7e fois, parce que j'avais tenté 6 fois, ça n'a pas marché. Maintenant, pour la 7e fois, j'ai marché, on a fait 2 jours de marche avant d'atteindre la mer. Maintenant, je suis venue, on nous a lancé. J'ai fait à peu près 24 heures aussi sur l'eau avant que les secours ne viennent nous chercher. Toute une journée. J'étais sur l'eau, je ne mangeais pas, il n'y avait pas de l'eau, ni rien. Et donc, c'est comme ça on a fait du lundi 22 heures jusqu'à mardi 22 heures. On était à la mer. Difficilement, ils sont venus nous chercher. Donc, arrivé en Espagne aussi, j'ai été accueillie par une association. Là-bas aussi, j'ai tout fait. À chaque fois, je me plaignais. S'ils pouvaient m'aider, je vais aller à l'hôpital. Là-bas aussi, ça n'a pas donné. À chaque fois, on me disait, Madame, OK, on va chercher un rendez-vous pour vous, mais ça n'a pas abouti. À chaque fois aussi, ça a été les mêmes paroles. Et maintenant, j'ai décidé de quitter l'Espagne aussi pour venir à la France. Avec la traversée aussi, j'ai pas mal fait un peu de trucs avec les traversants aussi qui ont pris l'argent avec moi pour me faire entrer en France. Maintenant, arrivé en France, il y avait une association aussi qui m'a accueillie. Et c'est à partir de l'association-là, comme je me plaignais, il y avait une dame qui m'a accueillie, qui m'a aidée, née à l'hôpital. Et puis, ils ont fait des examens, ils m'ont consulté. C'est à travers ces examens-là, quand j'étais avec Anne, avec le médecin, elle était avec moi. Le médecin lui a appelé de me dire d'aller avec elle à l'hôpital. Maintenant, je suis allée avec elle à l'hôpital. Bon, ils m'ont dit que je suis atteinte du VIH avec l'hépatite aussi. Maintenant, je me disais, ma vie est terminée, c'est fini, je ne savais pas quoi faire avec une grossesse, avec ma fille.
Je dis, ah là, 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 je ne sais pas quoi faire maintenant. Maintenant, Anne m'a reconfortée avec le médecin. Ils m'ont dit que ce n'est pas la fin du monde parce que moi, je pensais que j'allais mourir parce que c'est ma toute première fois avec le VIH. J'entendais parler, mais je ne savais pas un jour j'allais me retrouver avec cette maladie. Je me disais comment, parce que chez moi, quand tu as la maladie, là, tu l'as rejetée. Des fois, ils refusent même que vous mangez ensemble, vous vous promenez ensemble. Et moi, je me disais, avec la maladie, là, comment moi je vais faire? Maintenant, Anne me réconfortait, elle me disait, c'est pas la fin du monde, il y a les traitements qui vont t'aider à survivre, toi avec ton bébé. Je lui ai dit, ah non, je ne sais pas quoi faire. Je dis avec mon compagnon aussi, comment je vais lui annoncer, soi-disant, je suis atteinte de cette maladie, comment je vais faire. Anne me disait à chaque fois, il faut lui dire, il faut lui dire. Mais j'avais peur, parce que je me disais, il allait me quitter, vu qu'au pays, quand tu dis à quelqu'un, tu es atteint du VIH, tu l'as rejeté, je me disais qu'il allait me rejeter aussi. Il ne voulait pas continuer avec moi, avec le bébé, comment je vais faire pour survivre, comment je vais faire. À chaque fois, elle me reconfortait. Et quand il est venu aussi, il m'a rejoint, il est venu. Donc, je lui ai expliqué le cas. Et lui aussi, il n'a pas mal pris. Il m'a accepté avec ma maladie. J'ai dit s'il peut continuer avec moi, si ça ne lui dérangeait pas. Il me dit non, ça ne lui dérangeait pas, que ce n'est pas la fin du monde. Il va m'aider à surmonter les moments difficiles. Et moi aussi, je l'ai accepté. Je dis, OK, pas de souci. C'est comme ça. Il y avait une association aussi qui m'a dirigée vers l'hôpital Bichat. Ben, c'est là-bas que j'ai commencé avec les traitements parce que je suis rentrée en France, j'étais à 1 million de copies avec le VIH, c'était trop élevé avec ma grossesse. C'est comme ça que j'ai eu mes traitements, je faisais mes traitements, ils m'ont donné des produits à prendre et avec l'hépatite aussi, donc j'ai pu avoir des soins. J'ai accouché dans les meilleures conditions avec ma fille, elle faisait des suivis aussi. Elle a maintenant 1 année. Donc, les derniers résultats pour elle, c'était très bon. Elle n'est pas infectée, elle n'est pas atteinte de VIH et l'hépatite aussi. Et moi, jusqu'à présent, je continue mes suivis. Je suis suivie, je prends mes produits. Maintenant, je suis indétectable avec le VIH, avec l'hépatite aussi. Je suis toujours sur le traitement à l'hôpital Bichat et je suis même avec ma deuxième grossesse. Donc, je suis rassurée avec le traitement. J'ai un bon suivi. Ça a été très bon pour moi et puis je suis ravie de venir ici parce que chez moi, je ne pensais pas que j'allais avoir tout ce traitement avec mon enfant parce qu'il n'y a pas tellement de suivi avec le bébé. Donc, ça m'a beaucoup rassurée. Ok. Ben, merci beaucoup. Je crois que Anne, tu Ouais, je dois vais compléter. juste rajouter 2 petits mots. Bonsoir à tous. Alors, donc moi je suis Anne, je suis infirmière et j'ai connu, voilà, j'ai connu Kadiatou quand elle est arrivée en France. Donc, je suis bénévole dans un centre qu'on a créé, un centre pour migrants qui est proche d'une des frontières. Et on a créé dans ce centre effectivement un pôle de santé parce que donc c'est un centre où on essaye de répondre aux besoins. Alors je reprends l'échelle de Maslow et on répond aux besoins primaires avec nos petits moyens et on a créé un pôle de santé parce que ça nous semblait effectivement primordial de répondre. Il y avait des réels besoins et notamment de nombreuses femmes enceintes qui arrivaient et qui arrivent toujours. Enfin bon, là en ce moment, confinement, c'est un peu particulier, mais en tout cas qui arrivent toujours, souvent au 3e trimestre. Et voilà. Et donc là, ça me semblait important. Voilà. Enfin, après, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais là, ça me semblait important. Voilà, ce témoignage de Kadiatou qui illustre ce parcours migratoire. Des choses qu'elle n'a pas dites, c'est aussi dans son parcours cette forêt de Nador qui revient à chaque fois
dans leur récit qui est quelque chose, alors on a parlé de traumatisme aujourd'hui, et c'est quelque chose qui revient énormément dans les traumatismes, c'est le Maroc, la forêt de Nador. Donc nous, notre travail, effectivement, il est de penser les plaies, les bobos, les problèmes dermato, etc. Mais c'est aussi de faire parler, de réassurer par rapport à ces terreurs nocturnes et de cette forêt de Nador, où il se passe beaucoup de choses. Kadiatou, elle avait la chance d'être avec son mari, mais ils ont été séparés, c'est ce qu'elle n'a pas dit. Ils ont été séparés, ils n'ont pas pu monter dans le même bateau. Et les 24 heures en mer, ils n'étaient pas ensemble. Et ils ont pu se retrouver en France, dans notre centre. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, pour faire très court, aujourd'hui, ils sont en attente. Alors c'est pour ça que elle et moi, on est anonymes ce soir. C'est pour la protéger parce que aujourd'hui, leur dossier de demande d'asile, elle est en cours. C'est une demande c'est une demande de titre de séjour pour soins. Voilà, parce que leur petite fille que vous entendiez gazouiller derrière elle, elle va avoir 1 an. Elle est suivie tous les mois à Bichat. Normalement, elle doit avoir un suivi jusqu'à ses 2 ans. Et voilà, et Kadiatou, elle continue à être suivie. Et donc, voilà. Donc là, pour l'instant, le dossier à l'OFPRA est bloqué. Et donc, on croise les doigts pour que le dossier aboutisse. Merci beaucoup. C'est pas encore fait, mais on a bon espoir que ça aboutisse. Okay. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que, Kadiatou, tu peux répondre à des questions? Du coup, il faudrait rallumer le micro. Ou c'est compliqué? Oui. Ouais, ok. Oui. Donc, du coup, on arrive au-delà des 10 minutes. Donc, si les gens veulent y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça me paraît important qu'on prenne ce temps supplémentaire pour prendre les quelques questions. Première question, quelles sont les ressources que vous avez trouvées pour garder le courage de surmonter tout ça? Ben, pas de ressources comme ça, hein. Je peux le dire comme ça. La première des choses, parce que j'avais le courage de mon compagnon aussi. Hein. Okay. Avec la grossesse aussi qui m'a donné beaucoup de courage parce que je suis venue jusque là-bas. Je pensais aussi à mon enfant. Je dis, ok. Il dit, ça va aller, je vais prendre courage. Merci. Deuxième question, du coup. Combien de temps entre, du coup, on va dire, entre le départ et l'arrivée jusqu'à nous ici? Ben, je peux dire parce qu'au Maroc, dans la forêt, j'avais fait à peu près 2 mois là-bas, dans la forêt. Ah ouais? Ah oui. Okay. Mais depuis chez toi? Depuis la Guinée on va dire, jusqu'à Paris? Depuis la Guinée jusqu'à Paris, j'ai fait 5 mois. 5 mois. D'accord. Ah oui. Bon, merci beaucoup. J'ai l'impression que le sujet de cette forêt, ça mériterait une intervention de 7 minutes entière. Donc, si quelqu'un se propose, ce sera avec grand plaisir parce que voilà, on sent que cette forêt, c'est pas neutre, quoi. Merci à tous d'avoir été là. Je suis content, on est monté jusqu'à 30-35. Donc voilà, et puis il y aura une rediffusion sur YouTube. Donc du coup, vraiment, ce projet-là, il existe parce qu'il y a des intervenants. Moi, je peux continuer ce projet tant que j'aurai des intervenants. Donc, n'hésitez pas, venez me contacter, que ce soit via Twitter, par mail. Venez à moi, comme dirait et je vous souhaite à tous une très belle soirée et à la semaine prochaine s'il y a des motivés. On verra bien. Au revoir, merci. Au revoir. C'est très important.
Ah non, ouais. Ah, Aurélie. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci Au beaucoup. revoir, merci. Merci Jean-Marie. Merci, Sophie. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir. Bonne soirée. La mamie qui est derrière. Attention, on va arrêter l'enregistrement. Hop.